Nexity vous présente Quartier de vie. Quartier de vie, bonjour. Eh ben non, on n'est pas au bord de la mer, on est simplement sur la Saône, quai Maréchal Joffre, pas loin du pont Kitchener. Et pourquoi on est ici? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont alertés qu'il y avait ici un port, le port de l'Occident. Tout simplement parce qu'autrefois, c'était le quai de l'Occident. Et on s'est rendu compte que depuis très longtemps, et déjà depuis l'époque romaine, il y avait un port ici. Les Romains allaient chercher du vin et de l'huile dans le Midi, au bord de la Méditerranée, et le remontaient et stockaient ça à Bellecour. D'ailleurs, vous vous rappelez peut-être que quand il y avait eu le chantier du parking de la place Bellecour, on a démoli pas mal d'amphores. Bref, ici, ça a toujours été un port. Et puis c'est en 1914 qu'on a décidé d'en reconstruire un nouveau, donc les bâtiments qui sont un peu vétustes, mais qui sont ici, pour faire venir le vin d'Algérie. Pourquoi ? Parce qu'en France, on a toujours beaucoup consommé de vin, et il y a eu une maladie aux alentours de 1850, le phylloxéra. Et du coup, beaucoup de vignes ont dépéri, et c'est pour ça qu'on est allé chercher du vin en Algérie, où là, il y avait une production très importante. Donc le bateau remontait au moins depuis Marseille et déposait ici les barriques, les foudres, et on stockait le vin. Et c'est aussi pour ça qu'on l'appelait le port au vin. Et tout ça a fonctionné jusque dans les années 60, où là, la production a commencé à faiblir et on a fini par abandonner ce port qui est resté à l'abandon depuis cette période. Alors, quelques bâtiments que vous voyez ici ont été utilisés à d'autres fins. Il y a une boîte de nuit, un restaurant, il y a une boîte de production de musique. Mais pour l'instant, les habitants, que ce soit sur les péniches ou à droite et à gauche, sont très inquiets sur le devenir du quai. Parce qu'effectivement, on sait que depuis le confluent jusqu'au nord de Lyon, il y a une promenade sur les quais de Saône, mais qui est interrompue ici, sur à peu près 300 mètres. Donc on ne sait pas ce que ça va devenir, comment ça va se passer, mais ça tombe bien parce que je vois quelqu'un un peu au loin qui connaît beaucoup mieux, qui habite sur une péniche, c'est Jean-Paul Dumontier, architecte urbaniste, et qui va nous en dire 2 mots. Et on va lui demander là. Bonjour. Jean-Paul, bonjour. Ça va? Quelle surprise. Je m'y attendais un peu. Oui. Alors Jean-Paul, architecte urbaniste, tu habites ici sur une Oui, péniche. oui, je suis le long de ce quai, la péniche rouge et noire, là, depuis 2000, ça fait une vingtaine d'années bientôt qu'on est là. Que tu habites ici. Oui. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens. Il y a quoi, des avocats? Ah oui, alors là, il y communication a 5 bateaux, il y a des musiciens derrière moi. C'est un jeune couple là qui vient d'arriver. Eux, ils sont là depuis plus longtemps parce que la péniche avait été, tu sais, montée sur le chantier et tout ça. C'est des avocats qui ont monté leur bureau par-dessus. Et puis encore par là, on a jusqu'aux mariniers, Cossio et Maïtok, une péniche un peu culturelle, quoi, voilà. Mais on est très bien sur ce quai, il est très calme. Et alors justement, tu as averti les gens qu'il y avait peut-être un risque ici, Voilà. sur un site qui vaut le coup. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'on a vécu une dizaine d'années avec des restaurants, des boîtes de nuit et tout ça. Ça faisait beaucoup de bruit, donc il y a eu un peu des gens qui ont demandé qu'on refasse un projet un peu sur cette promenade. Tu sais que depuis la promenade, depuis Roche-Taillée, je crois, il y avait un projet de promenade piétonne jusqu'à la confluence. D'accord. Et pour faire ces travaux, il y a eu des problèmes de comment est-ce qu'on réhabilite cette estacade. Tu sais qu'elle avait été construite sur la Saône. Une estacade, c'est quoi? C'est un port? Alors, une estacade, non, c'est un quai. En quelque sorte, si tu veux, les quais qui étaient le long du... À l'époque, ça ne s'appelait pas le quai Maréchal Joffre. Quai d'Occident, oui. Le quai de l'Occident, Oui. n'était pas assez large pour pouvoir faire des manipulations de bateaux à quai. Et donc, ils ont, en 1914, pendant 3 ans, ils ont construit cette estacade, donc, qui est construite sur des pilotis et avec des structures très solides, parce qu'à l'époque, on ne savait pas trop la résistance du béton. Donc, ils ont construit des énormes croix qu'on appelle croix de Saint-André. Surferraillé. Surferraillé, hyper ferraillé. Puis tu vois les 50-50, les poutres, quoi, tu vois, vraiment, alors que maintenant, on passerait des IPN de 20. Bien sûr. Voilà. Et ayant gagné tout cet espace-là,
À l'époque, la compagnie qui s'occupait des problèmes de navigation a installé là le siège de HPLM, tu sais, Le Havre, Paris-Lyon, Paris-Lyon, Marseille, Méditerranée. Méditerranée, Marseille. et qui était le siège un peu de tout ce qui concernait la navigation, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, c'était des entrepôts. On voit l'architecture c'est pas une superbe architecture, encore que. Moi, j'ai lu dans un bouquin que ça a été construit par Henri Lacroix et ça devait être un élève de Tony Garnier. C'est la même Oui, c'est période. la même époque, oui, Exactement. oui, tout à fait. Exactement, voilà. Et donc, on est un peu en attente d'un projet. Et tous ces bâtiments, ils pourraient être transformés en café, terrasse, librairie. Enfin, on peut imaginer une espèce de lieu sur l'histoire de Lyon, ville fluviale, comme tu dis toujours, les trois fleuves. Oui, mais puis surtout, il y a un point de vue. Et oui, en plus, toute cette extraordinaire. histoire-là a toujours été. D'ailleurs, faut dire qu'on est dans la zone de tampon, tu sais, du périmètre UNESCO. Oui, oui. Hein, le périmètre a vraiment fait l'histoire depuis l'origine jusque. Oui, avec la continuité des époques. Et il y a Voilà. un bruit qui court comme quoi on étendrait peut-être le périmètre. Moi, je suis allé aux entretiens du patrimoine. Ouais. On dit qu'on va essayer de protéger au mieux ce périmètre et de commencer à regarder, oui, si la zone tampon n'est pas finalement aussi importante pour le centre-ville que uniquement Ça, les toute monuments l'histoire du des centre-ville. remparts du Moyen-Âge, la redoute, la retraite. Enfin, Oui, c'est ça. Mais on ne le voit pas. Si on voulait faire un lieu de promenade ou de balade, comme on dit maintenant, Ouais. c'est vrai, entre l'histoire des ports, l'histoire des forts et tout ça, toute cette colline-là, il y a de quoi raconter. Mais l'intérêt, c'est de le faire à pied parce qu'en voiture, on ne Oui. peut pas le voir. Mais non, oui, quand on est sur le quai Maréchal Joffre, Bah, il on y a passe à toujours côté. quelqu'un derrière. Mais je pense que c'est en partie pour ça qu'il a été, enfin, les dernières activités, moi, que j'ai retrouvées, c'est dans les années 60, 70. Donc il a été un peu laissé à l'abandon, loué à des gens qui n'avaient pas envie de forcément bien l'entretenir. Bien sûr. Et donc finalement, aujourd'hui, on se réveille un peu en se disant « Ah oui, mais il est tellement vieux, il a plus d'un siècle, hein. Quand même, on n'a pas fait de travaux depuis. Tu vois, le revêtement est en mauvais état. Et je crois que VNF se pose la question de refaire un platelage par-dessus. Mais moi, je trouve qu'on perd le caractère de port. On quoi, perd tu vois. les rails. Les rails et tout ça, oui, il y a sûrement d'autres solutions de revêtement plus fin, je ne sais pas. Et puis on voit bien que entre les rails des grues, le tracé de la promenade est déjà là, quoi, tu vois. Il faudrait vraiment Mais garder ça, quoi. C'était bien fait, hein, quand on pense en 1915, construire une telle infrastructure, c'était vraiment très bien fait. ça appartient à qui ça Alors normalement, comme tu le sais, tout ce qui est rive C'est l'État. de fleuve, c'est inaliénable, ça appartient à l'État. Et donc ça a dû être à l'État pendant très longtemps. Et puis il y a eu des concessions. Alors je pense que ça a été concédé d'abord à la Compagnie nationale de navigation. Et puis quand on a créé VNF, ça devait être dans les années 70, 80 à peu près, hein. C'est pas si vieux que ça, hein, finalement. Et VNF a repris pour le compte de l'État la gestion, et justement, dans ces difficultés peut-être financières, elle n'a pas assuré une bonne pérennité de tous ces bâtiments. Je pense même qu'à une époque, elle pensait pouvoir les démolir. Mais c'est des bâtiments qui ont été construits en même temps que la dalle. Donc Ah oui, donc on ne peut pas les casser. les fondations sont partie prenante des croix de Saint-André et des structures. Et donc, du coup, si on ébranle tout ça, ou alors il fallait vraiment tout démolir. Et les coûts de démolition sont 10 fois les coûts de restauration, quoi. Moi, je pense que c'est très bien, c'est restaurable. La difficulté, hein, je crois, on en a souvent parlé, c'est de trouver un maître d'ouvrage, quoi, de trouver un maître qui prenne en charge, peut-être des privés. Moi, j'ai bien connu la partie réhabilitation de la sucrière, Oui, mais c'est des privés. du sel. C'est-à-dire que l'État est resté propriétaire, enfin VNF est resté propriétaire des terrains, mais il a donné des droits à construire. C'est pour ça que moi j'ai interpellé un peu le président de la métropole et puis mon maire d'arrondissement pour lui dire ne laissons pas faire n'importe quoi. C'est un lieu un peu unique dans son genre. On pourrait imaginer ici une espèce de place culturelle avec des théâtres, tu sais, des petites compagnies de jeunes qui font de hip-hop maintenant, je ne sais pas quoi, de danse. D'ailleurs, ici, Oui, ils fabriquent des c'est BD. dommage d'ailleurs, oui, parce qu'elle est un peu perturbée par les travaux. Ouais. Elle est propriétaire de Ultimae, qui est Ouais. une petite boîte qui enregistre des musiques contemporaines et qui vend qui fait la promotion de CD très pointus, hein.
hyper top, quoi. Mais bon, finalement, elle est là, elle se dit qu'est-ce qu'on va faire de ce bâtiment, tu vois, du coup elle est plutôt dans l'idée, j'irai m'installer Il y a ailleurs. là, oui, ici donc il y a pas mal de gens. Il y a le sculpteur Yves Henry qui Oui. est là-bas en face. Ah, lui, c'est un des pionniers, oui. il est là depuis longtemps. Et il fait des fêtes sur son bateau, tu vois. Je ne sais pas ce qu'il est en train de construire sur son petit bateau à côté, une espèce il imagine toujours des sculptures fantastiques. Yves Henry, avec c'est celui qui le fait des guetteur. sculptures qu'on appelle des guetteurs. Il y en Oui, a au-dessus du musée d'art il en a un contemporain. à l'avant, là. Oui. Sur son mât de devant, il a monté un petit bonhomme là, qui Ouais. guette, qui surveille qui vient sur la Il en a fait Saône. un sur la MJC du Vieux-Lyon. Ah ouais, c'est ça. C'est le témoin du passage du XXe au XXIe Ouais, siècle. oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est Oui, oui. assez génial. Non, mais on se voit souvent entre nous, parce que finalement, quand on est sur une péniche, on a des voisins, mais il n'y a pas de raison qu'on se connaisse plus que. Oui, tu il y a vois. une vraie vie de quartier. Là, Il y a une quand vie de même. quartier, voilà, exactement. Alors donc, certains se connaissent, d'autres ne se parlent pas. C'est vrai que par exemple, les avocats, ils sont là, ils viennent pour travailler, ils ne sont pas là le soir. Enfin, tu vois, on n'a pas tous les mêmes relations. Mais c'est quand même très agréable de pouvoir penser que si tu as un pépin, n'importe quoi, tu vas voir le voisin pour te passer un câble, parce que moi, très souvent, j'ai des problèmes d'électricité. Donc, c'est les musiciens derrière qui me passent un câble, tu vois, on se rend des services, quoi. Voilà. Oui, parce que ça continue de l'autre côté du pont Kitchener avec le bateau Chapelle. Oui, avec, exactement. Oui, oui. Vraiment, on pourrait faire un reportage de tous les types d'habitations et de. Il y a même des maisons d'hôtes, tu sais. Oui, oui, tout il y a- à fait, la première péniche. Et là, il y a des gens qui viennent passer le week-end et ils apprécient d'être pendant un week-end au bord de la Saône. Voilà. Bon, et alors, pour revenir au port, donc ces rails là, c'était des grues Oui. qui permettaient de charger les bateaux. Oui. Et ça se passait comment? Donc tous les bateaux attendaient le déchargement et le chargement, mais il n'y avait que du vin là? Il n'y avait rien Non, d'autre? non, il y a plein d'autres choses. À cette époque, les sables, les gravillons, même le maïs, il y avait même, je crois, des barges entières qui venaient avec des produits plus ou moins de chimiques, quoi. Tu vois, c'était le début. Ah oui, il n'y avait pas que. Ah, il n'y avait parce pas que du vin. on non, l'appelait non. le port au vin, C'était mais le port au vin c'était- parce que c'était sûrement l'essentiel de son trafic. Et puis surtout parce que ce petit bâtiment, c'était un chai. C'est-à-dire qu'on stockait dans des cuves. Quand on avait vidé les tonneaux, on les stockait, puis on les laissait vieillir un certain temps, quoi, tu vois. Et puis après, c'était redistribué dans les différents commerces et dans les différentes Et villes. ça devait être impressionnant parce que j'ai trouvé une photo ancienne du 19e Oui. en Algérie. Oui. Oui, ils Ah s'envoyaient ben, le vin à l'extérieur, avant le port. Ça là. pouvait être des tonneaux qui pouvaient très bien venir en ce qu'on appelle des fluviaux maritimes, c'est-à-dire des bateaux qui traversent un peu la Méditerranée, qui arrivent à Marseille ou à Fos. Et puis après, on met les tonneaux sur des péniches, enfin des fraissinet. Et les fraissinet venaient ici à quai. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'elles se mettaient toutes, tu sais, à couple, à deux ou à trois. On voit sur les vieilles gravures. Et le chemin de rail est là, le long du quai. Ils prenaient les tonneaux et ils les déposaient dans les entrepôts, là. Et des entrepôts, on retransportait ça sur tu verras là en bas, il y a des rails. Ça tombe bien, c'est incroyable. Voilà Louis Courboulex qui arrive oui, et qui est oui. un spécialiste. Ah, c'est un expert. On va lui demander, puis on se retrouve Il tout de suite connaît après. tous les aiguillages, les D'accord. diamètres de On rails y et va. tout ça. Voilà, très bien. Monsieur Courboulex, spécialiste des chemins de fer et des rails de tout Bonjour. poil. Alors, posez une question. C'est quoi ce machin? C'est surréaliste? Alors, c'est des rails, ça, mais c'est des expliquez-moi. rails. Effectivement, ce sont des rails de tramway. Les marchandises arrivaient par voie d'eau, Oui. étaient déchargées et étaient transférées sur des véhicules de tramway et après partaient en direction de la ville de Lyon, de l'ensemble de la ville. Oui, mais alors, pourquoi il y Et- a tous ces rails? Comment ça se passe? Alors, un petit point d'histoire. Le réseau de tramway de Lyon a été constitué par différentes compagnies. Compagnie OTL, la toute puissante, qui avait la voie dite normale 1,44 m, arrondissons, de largeur, hein? de largeur entre fils de rail, D'accord. et d'autres compagnies qui avaient l'écartement dimétrique, c'est-à-dire 1 mètre entre fils de rail. Pourquoi le métrique? C'est moins encombrant, ça passe plus facilement et c'est plus économique puisque c'est plus étroit. On dit que ça passe dans des courbes de plus faible rayon, en réalité à Lyon ça a été l'inverse, peu importe. Donc ce qui explique ces 3 fils de rail pour certains véhicules, pour d'autres véhicules. Et sous un véhicule de tramway comme de chemin de fer, on peut avoir
la même caisse, par exemple la motrice manage, qui assure le service dont on voit des photos, elle était, celle-ci, à voie normale, et il y en avait d'autres qui étaient à voie métrique, mais avec la même D'accord. caisse. Ok. Voilà, ce qui explique donc cet ensemble relativement compliqué, avec 3 fils de rail, que l'on retrouve ici dans un aiguillage, où elle se divise en 2 directions, et où on trouve 6 fils de rail. Une voie métrique, une voie normale en déviation, une voie métrique, une voie normale en alignement. Ouais, c'est quand même compliqué. Mais C'est pas simple. et on trouve souvent des réseaux comme ça en France? Non. Non, avoir un réseau de tramway à 2 écartements, c'est quelque chose de rare. On peut dire même de très rare, puisque le musée des transports urbains et interurbains, qui est en région parisienne, nous a écrit que c'était un ensemble d'appareils de voie peut-être unique au monde. Donc Il faut quelque le chose conserver, d'extrêmement... ça. qui est à conserver, c'est de l'archéologie industrielle, mais l'archéologie industrielle ne souffre pas d'être conservée. Oui, On alors en a justement, l'exemple là. c'est pour qu'on a gardé qu'un. Ah ben, il y a une file de rail qui a été conservée avec une lame d'aiguille là-bas, alors qu'avant, il y avait 2 voies qui allaient jusqu'au bout. Donc ici, avec une petite explication, parce que c'est quand même compliqué, les gens pourraient s'y intéresser. Oui, c'est surtout que ce n'est pas très complexe. Dans un aiguillage, pour donner une direction ou une autre, on a les lames d'aiguille. Dans ces appareils-là, c'est simplifié, il n'y a qu'une lame d'aiguille, commandée depuis ce boîtier qui est encore marqué au nom de l'OTL, Ah oui. et qui était commandé par les gens du tram, généralement le receveur pour les services de voyageurs, qui mettaient un sabre, qui était une grande pièce de ferraille, qui faisait basculer, et qui manipulait cette lame d'aiguille. Donc ici, elle donne la direction en alignement. Si elle était repoussée, elle donnerait la direction en courbe. Il n'y a qu'une file. Et sur les autres fils, la roue, au lieu de rouler sur le rail, roule à fond de gorge. C'est le mantonnet pour les tramways actuellement, ou le boudin, puisqu'une roue de chemin de fer n'est pas simplement cylindrique, il y a un petit rebord qui vient porter ici, et la direction est donnée par cette lame d'aiguille. D'accord. Et alors, Voilà. donc, le tramway partait là-bas Alors, et il rejoignait la gare de Perrache. Alors, le tramway, après avoir été chargé ici, montait dans la rampe, où l'on verra tout à l'heure une particularité avec une garniture en tête de charte, les fils de rail. Oui. Ça montait. Arrivé place Jean Soule, on retrouvait une voie venant de la rue Vaubecourt, partant en direction du quai, allant jusque Cours de Verdun, le long de l'ancienne direction régionale SNCF et de l'hôtel Terminus, où au bout, on arrivait aux voûtes de Perrache, qui existent toujours mais qu'on ne voit plus maintenant puisque ça a été masqué par le centre d'échange, où là, le tramway rejoignait l'ensemble du réseau de tramway de l'OTL, puis après TCRL à partir de 1941, officiellement 42 pratiquement. Et de là, on pouvait partir dans toutes les directions sur le réseau, soit derrière les voûtes, soit en direction du centre-ville ou autre. Okay. Et il y avait des trains de marchandises sur le réseau OTL. On a vu une photo d'un train de charbon venant de la Pardieu, allant à la chaufferie de Grange-Blanche. Ouais. Et ici, on a une photo donc, de la motrice manage, où sur le quai, on voit des fous. C'est ce qu'on voit, oui. Des fous. Donc on transportait toutes sortes de marchandises. Eh ben, merci en tout cas toutes ces explications. Là, vraiment, c'est un mystère qui s'éclaircit. C'est pas très simple au point de vue technologique, mais c'est très simple au point de vue fonctionnement de la ville, puisque la ville utilisait la voie d'eau et le moyen de transport, c'était le tramway ou les voitures à chevaux. Voitures à chevaux, ce qui explique ce dont je parlais tout à l'heure. Entre les fils de rail sur la rampe qui remonte, il y a des têtes de chat qui permettent pour coincer les pattes des chevaux au lieu qu'ils glissent sur les pavés. Okay. Merci en tout cas. Je vous en prie. Mais on vous embauchera sûrement une autre fois. C'est avec plaisir. Allez, on retourne voir les bateaux. Bon, ben maintenant, on est imbattable sur les rails de tout poil. Oui. Et alors, Jean-Paul, bon, on disait que tout était abandonné. Il y a quand même de la vie ici. Il y a de la vie d'ailleurs, regarde.
Il y a un bateau là en ce moment qui s'apprête à aller sur le slipway. Il y a des, tu connais le Vaporetto, Oui. il y a des navettes. D'ailleurs, tiens, ah ben regarde, il y a même justement Jeff, la seule expérience de taxi. on avait Oui. fait une émission sur lui à Confluence. Jeff et son bateau taxi qui passe. Voilà. Bon, on va lui dire bonjour. Comme Salut. quoi, c'est quand même amusant. Oui, oui. Et alors Il prend des groupes comme ça Salut Jeff. et il fait des balades. Sur la Saône. On peut le prendre, on peut aller en vélo, faire des balades en vélo. Il emmène, on peut pique-niquer avec lui, c'est très sympa. Non, mais il y a une activité fluviale, il y a un potentiel fantastique. On n'utilise pas les fleuves. Il pourrait y avoir plein de petits bateaux comme ça. D'ailleurs, je pense qu'au début du siècle, ils existaient. Ah bah parce qu'il n'y avait pas tellement d'autres Il y avait, moyens. voilà. Mais alors je te coupe, ce bateau qui est bariolé, c'est quoi? Oui. C'est une boîte de Non, communication? oui, c'est ça, c'est un bateau qui est. C'est un artiste qui l'a peint sur le chantier de Arles, je crois, et il est venu s'installer ici. Il fabrique des petites cartes sur lesquelles tu as plusieurs spectacles et tu les choisis dans l'année comme tu veux, quoi. Tu peux prendre 3 spectacles ou 6 spectacles. Voilà. On Donc, peut c'est une rentrer, on boîte peut de aller com. voir. Ah, on peut aller le voir, il est Allez, très on y sympa. va, j'ai envie. Ah, bonjour. Bonjour, J'ai vu Jean-Paul rentrer, je l'ai suivi. Nadège. Et bonjour, Jean-Luc. Dites, question, ça fait très longtemps qu'on voit cette péniche, j'ai eu envie de rentrer. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait dans cette belle péniche? Alors il faut savoir que cette péniche déjà elle a été repeinte par un artiste d'origine sud-africaine qui aujourd'hui vit dans l'Ain, qui s'appelle Kuzi Strydom. Et c'était pour lui donner cette connotation culture, parce que ici c'est les bureaux de mytalk.fr. Alors mytalk.fr, ce drôle de nom, c'est une plateforme culturelle donc, qui est installée sur ce port de l'Occident depuis bientôt 2 ans. Notre idée, c'est de connecter en fait les acteurs de la culture et le public de la culture. Très concrètement, on a un site internet, mytalk.fr, sur lequel on met tout l'agenda de ce qui se passe dans la culture à Lyon, dans la métropole et plus largement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tout type de spectacles, danse, théâtre, cinéma, exposition, vernissage, etc. De l'actualité culturelle, parce qu'on est une équipe de journalistes, avec des interviews, des portraits, des chroniques de spectacles. Et on a mis en place des cartes spectacles pour permettre concrètement au public d'accéder plus facilement à la culture. Là, je ne comprends pas. Des cartes qui... Alors on a une 60aine de partenaires. Ce projet, on l'a monté vraiment en lien avec les acteurs de la culture sur le territoire. Typiquement, on travaille avec la Maison de la Danse, avec le Théâtre des Célestins, l'Auditorium, l'Institut Lumière, le Musée des Confluences, mais aussi plein de petits cafés-théâtres, théâtres de poche qui se baladent dans les pentes de la Croix-Rousse. Et en fait, le principe, c'est qu'on passe un deal, on fait un troc avec ces structures culturelles qui nous rétrocèdent de la billetterie potentiellement invendue en échange de communication sur nos supports. Communication clairement identifiée, donc nous on les incite en tant que journalistes, éditeurs et personnes qui aiment le contenu à donner en fait le descriptif de ce qui se passe dans leur salle, à donner envie d'aller voir des spectacles, à soutenir des jeunes artistes. Nous d'ailleurs, on a une artiste en résidence dans la cale de la péniche qui s'appelle Émilie Tolo, qui est une jeune sculpteur qui travaille autour de la thématique de la danse, de la sculpture et du mouvement, avec un projet de stop motion très intéressant. Donc voilà, quand on peut, on accueille en résidence des artistes ici. On organise assez régulièrement des soirées sur cette péniche pour faire en sorte que le public, que les gens puissent rencontrer des comédiens, des artistes, des acteurs de la culture et essayer, notre objectif à notre petit niveau et modestement, c'est essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui aillent à la culture, parce qu'il y a un chiffre qui est assez percutant pour nous, en tout cas sur lequel on a basé ce projet en travaillant avec le ministère de la Culture, c'est qu'il y a seulement 8% des Français qui ont une vie culturelle récurrente aujourd'hui. Reste à définir ce que c'est que récurrent. Parce que peut-être c'est pas ça expliqué. Et là, exactement. C'est ce qu'on essaye de faire à travers les contenus et donc les cartes spectacles qui permettent aux gens, pour une somme relativement abordable, d'aller à la culture plus facilement et surtout, on les incite vraiment à sortir des sentiers battus. C'est une carte, absolument pas de dumping billetterie, mais vraiment une carte de découverte culturelle. Déjà, on n'est pas sur un sentier, là, c'est déjà très étonnant. Je crois que vous avez tout dit.
C'est clair, net, c'est fabuleux, puis ça rentre bien dans le cadre de notre projet, du projet de Jean-Paul surtout, de réhabiliter tout ce quartier en quartier culturel un petit peu. Complètement, il y a déjà un label de musique, il y a 2 musiciens sur la péniche d'à côté, il y a notre plateforme culturelle. Je pense que Jean-Paul a un beau projet et que effectivement ce lieu est idéalement situé et qu'on peut en faire un joli lieu ouvert pour que les Lyonnais viennent se balader et s'ouvrent encore davantage à la culture. Super, c'est parfait. Eh ben, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Jean-Paul, c'est une confusion, mais c'est un espoir, puis ça va marcher. Mais j'espère bien, oui, vu le potentiel, tu as pu visiter tous les acteurs du lieu. Et Ah ouais, puis ça fait plaisir quand on a un point de vue pareil. Avec voilà, une vue. je pense que c'est un lieu un peu stratégique entre la confluence et le centre-ville, le périmètre UNESCO. Il y a vraiment à conforter un lieu culturel là, avec tous les acteurs. Puis voilà. En tout cas, je te remercie Ah, c'est bon. de nous avoir C'est parti. Allez, permis. dans 15 jours, vous revenez, ce sera fini. Voilà. Jean-Paul, Au revoir. merci. Et puis à très Ben, bientôt. à bientôt, j'espère. Pour hein. l'inauguration. Je pense qu'avant l'été, les élus vont réagir après le Impeccable. film et qu'on aura un beau projet. Super. À bientôt. Nexity vous a présenté Quartier de vie.